Bonjour les amis, je voudrais évoquer avec vous la saisine de la CPI. Comment on peut saisir la CPI? Quelles sont les dispositions prévues par le statut de Rome sur la saisine de la CPI? Quelles sont les personnes habilitées légalement pour saisir la CPI? En fait, j'évoque le sujet par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal et par rapport à notre confrère Juan Branco qui vient justement de faire une conférence de presse en France il y a 3 jours ou 4 jours et qui évoquait une plainte qu'il a déposée à la CPI contre des autorités sénégalaises par rapport à la répression qui a eu lieu récemment à la suite de mouvements, enfin à la suite des manifestations monstres qui ont été organisées par les jeunes sénégalais après le prononcé de la décision rendue contre le leader de l'opposition, Ousmane Sonko. Alors, notre confrère de Paris a déposé une plainte à Paris, mais également une plainte à la CPI. Et avant sa conférence de presse, il avait annoncé dans les réseaux sociaux qu'il se préparait à, à, à déposer ses plaintes. Et le gouvernement sénégalais avait anticipé en organisant une conférence de presse et en affirmant que les particuliers n'ont pas le droit de déposer, de saisir la CPI et que cette prérogative revient uniquement aux États membres. Alors, la question que je me pose, qui a raison, qui a tort? Alors, je vais essayer à travers cette vidéo d'apporter un éclairage, en tout cas donner mon appréciation de la situation par rapport à cette question. Et effectivement, la CPI, c'est la Cour pénale internationale qui est régie par une convention, en tout cas créée par une convention internationale qui s'appelle le statut de Rome. Le statut de Rome a prévu dans son article 13 les différentes manières pour la Cour de pouvoir exercer ses compétences. Alors, une chose importante à rappeler, c'est que la Cour pénale internationale n'est compétente que sur quatre grandes, que sur 4 crimes en fait. Il y a 4 crimes ou catégories de crimes qui peuvent permettre à la Cour de pouvoir exercer une quelconque compétence. Il y a d'abord les crimes de guerre, ensuite les crimes contre l'humanité, après il y a les crimes de génocide et enfin les crimes d'agression. En fait, c'est sur ces 4 crimes que la CPI peut exercer une quelconque compétence pour poursuivre une personne. Alors, l'article 13 de la CPI a prévu les différentes voies de saisine de la CPI. En fait, la première voie, c'est une saisine par un État membre de la CPI. Ça veut dire que n'importe quel État membre de la CPI peut déférer une situation à la CPI et demander à la CPI de juger l'affaire. C'est-à-dire, l'État membre peut estimer qu'il n'a pas les moyens ou il ne peut pas techniquement organiser un procès par rapport à des crimes contre l'humanité, des crimes d'agression, des crimes de guerre ou des crimes de génocide qui ont eu lieu sur son territoire. Donc, au lieu que l'État lui-même s'occupe de régler cette affaire en passant en tout cas en poursuivant les personnes soupçonnées d'avoir commis ces actes-là, il peut déférer l'affaire ou la situation à la CPI et demander à la CPI de faire cela à sa place. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité de saisine, c'est une saisine par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est habilité par les textes de la CPI pour pouvoir saisir celle-ci et demander à ce que des poursuites soient engagées par rapport à une situation donnée. Donc, autrement dit, le Conseil de sécurité des Nations Unies agissant sous chapitre 7, je précise bien, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut saisir la CPI, mais par une résolution prise sous chapitre 7. C'est important de préciser ce point, parce que toutes les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas contraignantes. Seules les résolutions du Conseil de sécurité prises sous chapitre 7 sont contraignantes. Les autres, ils ont valeur de recommandation comme
les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, donc, deuxième manière de saisir la CPI, c'est en passant par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui doit agir par une résolution prise sous chapitre 7. Et la dernière possibilité, c'est la possibilité que le procureur lui-même de la CPI puisse saisir la CPI. C'est-à-dire le procureur de la CPI peut effectivement déclencher une saisine de la CPI. Alors, et cela, il peut s'appuyer sur des informations qu'il a en sa possession, ou plutôt par une plainte qui a été déposée par des victimes ou des dénonciateurs. Genre ceux qui dénoncent des crimes commis dans un pays qui a ratifié le statut de Rome ne peuvent pas directement obliger l'ouverture d'une enquête parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ne peuvent pas forcément agir directement en déclenchant une procédure devant la CPI, mais ils peuvent plutôt dénoncer cela auprès du procureur, et le procureur, en vertu des pouvoirs qui sont ses pouvoirs propres, il détient ces pouvoirs-là, il peut estimer que les informations qui ont été transmises sont suffisamment graves pour qu'il puisse lui-même enclencher une procédure. Voilà, donc, et là, il y a carrément, on vient de décrire les trois manières, les trois façons de saisir la CPI. Donc, ce qui veut dire que la plainte qui a été déposée par notre confrère du barreau de Paris, c'est une plainte qui a toute sa pertinence au regard de la loi, parce que, en fait, ce n'est pas parce qu'il l'a déposée qu'une suite sera donnée forcément, mais maintenant, ça va dépendre du procureur. Parce que si ce qu'on appelle un examen préliminaire doit être enclenché, ça sera à l'initiative du procureur en se fondant sur les éléments de la plainte. Donc, je pense que quelque part, les autorités sénégalaises, ils n'ont pas exagéré en prétendant qu'une plainte ne peut pas être... voilà. Donc, je rappelle que la situation en Afghanistan, par exemple, aujourd'hui, il y a un examen préliminaire aujourd'hui sur la situation en Afghanistan, qui a d'ailleurs été à plusieurs reprises mise en difficulté par les autorités américaines, surtout à l'époque de Trump. Et cette situation, ce n'est ni une situation de déferment, ce n'est pas l'État afghan qui a renvoyé l'affaire aux autorités de la CPI, mais c'est carrément des parties civiles, en fait, c'est des victimes qui ont saisi par plainte le procureur, enfin la procureure à l'époque c'était Fatou Bensouda plutôt, et c'est la procureure de l'époque qui a décidé d'entamer ce qu'on appelle un examen préliminaire. Donc voilà, ça c'est important donc pour dire que la procédure, la démarche qui a été entamée par notre confrère, c'est une démarche qui est valable. Maintenant, ça va dépendre du procureur. C'est à lui de décider s'il donne suite ou pas à cette démarche. Et puis, un élément très important à souligner, à la CPI, il y a à peu près 3 phases. Pour qu'une affaire soit aboutie par une décision de condamnation, il y a à peu près 3 grandes phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'examen préliminaire. Donc, la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle l'enquête. Et la troisième phase, c'est le jugement. Donc, pour vous dire que aucune enquête ne peut être ouverte sans l'accord du procureur de la CPI. C'est-à-dire le procureur de la CPI doit estimer qu'il y a suffisamment d'éléments pour demander l'ouverture d'une enquête. Et l'ouverture d'une enquête est autorisée par une des chambres préliminaires de la Cour. Voilà, donc autrement dit, avant d'ouvrir une enquête, il y a ce qu'on appelle un examen préliminaire. Un examen préliminaire, c'est un examen, c'est le tout début d'une procédure devant la CPI. La CPI, avant de demander, de requérir l'ouverture d'une enquête devant la chambre préliminaire, le procureur a l'obligation de faire passer les cas, les situations qui lui sont déférées dans une espèce de filtre où plusieurs éléments vont être examinés avant que l'ouverture d'une enquête soit requise. Alors, il faut que le procureur examine si la compétence, si la CPI est compétente pour ce genre de faits. Ensuite, il doit aussi examiner les éléments de recevabilité, s'assurer que, parce que les éléments de recevabilité, il y a 3 sous-critères dans l'élément de recevabilité. Il y a ce qu'on appelle la complémentarité, mais il y a également ce qu'on appelle la gravité. Donc,
il faut faire en sorte que, ça il ne faut pas perdre de vue que la CPI, c'est un mécanisme complémentaire. C'est-à-dire c'est quand les États n'arrivent pas à juger que la CPI peut s'octroyer la possibilité de pouvoir juger. Donc il doit s'assurer qu'il n'y a pas un chevauchement, il n'y a pas qu'une personne n'est pas poursuivie à la CPI et dans un mécanisme interne. Donc tout ça, c'est des critères que la CPI doit évaluer, en tout cas doit évaluer la situation à l'aune de ces critères-là avant de décider l'ouverture d'une enquête. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'intérêt de la justice qui est le tout dernier critère, que la CPI est obligée d'examiner tous ces éléments-là et s'assurer que ces éléments-là sont en conformité, enfin, que la situation qui lui a été déférée est conforme à la CPI, est conforme à la convention ayant créé la CPI, surtout en s'assurant que les critères que je viens de citer justifient effectivement la saisine de la CPI. Donc la compétence, la recevabilité et l'intérêt de la justice. Donc je dis bien, pour ce qui est de la recevabilité, il y a 3 éléments, la complémentarité et la gravité. Donc c'est ce qui va permettre après à la CPI de pouvoir, au procureur de la CPI de pouvoir demander l'ouverture d'une enquête en s'adressant à une des chambres préliminaires de la Cour. Donc le procureur peut décider, par exemple, de ne pas poursuivre. Après avoir examiné l'affaire, après avoir mis en place le premier filtre, lors de l'examen préliminaire, il estime qu'il y a des critères qui ne sont pas encore là, il peut décider de ne pas poursuivre. Et dans ce cas-là, il a l'obligation de faire un rapport motivé et le publier, et dire pourquoi il ne poursuit pas. Et si c'est un État qui était à l'origine du déclenchement de la procédure, en tout cas de l'ouverture de l'examen préliminaire, dans ce cas-là, l'État en question peut saisir la chambre préliminaire pour demander à ce que le procureur réexamine la situation et accepte d'ouvrir une enquête. Donc c'est un peu long, c'est une longue procédure, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais c'était juste pour vous expliquer un peu comment fonctionne à la CPI, comment les choses se passent exactement. Donc je vais m'arrêter là, mais surtout vous donner des exemples clairs par rapport aux 3 situations de saisine que je viens de citer. Alors la première situation, je vous ai dit, je vais vous donner des exemples. La première situation, je vous ai dit, les États partis peuvent déférer une affaire devant la CPI. L'exemple qu'on peut citer, le cas de Gbagbo, le président Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé de renvoyer l'affaire à la CPI. Donc ça, c'est une façon de saisir la CPI. Alors, il y a le deuxième cas, c'est la saisine de la CPI par une résolution prise sous chapitre 7 du Conseil de sécurité. Là, l'exemple qu'on peut citer, on peut citer le cas du Soudan, du Darfour. La situation au Darfour a été déférée à la CPI par une résolution du Conseil de sécurité. En fait, le Soudan n'est pas membre de la CPI, mais parce que le Conseil de sécurité a décidé de déférer l'affaire devant la CPI s'est estimée compétent pour statuer. Voilà, parce que c'est ce qui a été dit dans l'article 13, je pense l'article 13B du statut de Rome. Et puis pour finir, le deuxième cas de figure, c'est la saisine par le procureur. Ça arrive très souvent. J'ai cité l'exemple de l'Afghanistan, la situation en Afghanistan, même si jusqu'à maintenant ça n'a pas encore abouti, mais en tout cas l'enclenchement de la procédure a été fait par le procureur lui-même. Mais on peut aussi citer aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. On sait très bien, c'est un peu compliqué, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a été mis en examen, enfin, il y a un mandat d'arrêt international qui a été émis contre le président russe, Vladimir Poutine, et un responsable russe également. Voilà, donc une enquête qui est ouverte, et ce n'est pas un État qui a demandé cela, ce n'est pas le Conseil de sécurité qui a demandé cela, mais c'est plutôt le procureur qui a déclenché cela. Donc le procureur est habilité, donc sur la base d'informations peut-être émanant de l'État d'Ukraine, mais l'État d'Ukraine n'est pas habilité de demander la saisine parce que l'Ukraine n'est pas membre. Donc là, l'Ukraine est obligée de communiquer avec le procureur, comme n'importe quel citoyen peut communiquer avec le procureur. Sur la base de ces informations-là, que le procureur décide d'office de saisir la CPI en demandant l'ouverture d'une enquête à la chambre préliminaire de la CPI. Je vous remercie.